Merci à ce rendez-vous des midi chercheurs, des jeunes chercheurs, de la midi conférence des jeunes chercheurs du Centre de recherche en droit prospectif. Nous accueillons pour la première midi conférence de cette année Victor Larouquer, qui est candidat au doctorat, travaille sur la direction de la professeure Alix Provencher. Il nous présentera notamment une thématique sur la déconstruction de la Magna Carta comme texte fondamental du droit fiscal. Il disposera d'environ 20-25 minutes de présentation. J'espère qu'il tiendra dans le temps. Et à la suite de sa présentation, nous aurons une réponse qui lui sera adressée par le professeur Michel Morin, qui est professeur titulaire à la faculté et spécialiste en histoire du droit, donc qui pourra répondre sur cette conférence entre 10 et 15 minutes. À la suite de sa présentation, nous allons interagir avec vous. Donc vous aurez l'occasion de poser vos questions et éventuellement, ou pas question forcément, de compléter. Je ne vais pas discourir, donc je vais laisser la parole à M. Larouquer pour qu'il nous présente sa conférence. Merci. Je mets le petit chronomètre pour éviter de trop dépasser. Sinon, je suis là, je vais te rappeler de toute façon. Tu veux me faire des consignes? Je vous remercie d'être venu pour cette conférence. Je suis très content de vous présenter une conférence sur le droit fiscal et sur l'histoire. Et donc, le thème va porter sur la Magna Carta et notamment le rôle que joue la Magna Carta en droit fiscal. Parce que ce rôle a tendance à être un peu surestimé. Donc, déjà, de manière générale, la Magna Carta est un des textes les plus connus en droit, si ce n'est plus connu. Et on y voit bien sûr une préconfiguration des constitutions, une constitution moderne, et on y attribue un nombre de vertus importantes, comme un début d'organisation des pouvoirs publics et l'instauration de libertés fondamentales. Sauf que depuis la deuxième moitié du XXe siècle, en fait, on remet très fortement en cause cette interprétation-là, et aujourd'hui, les historiens s'accordent pour voir dans la Magna Carta un texte qui est purement féodal et qui visait à résoudre une crise. Et d'ailleurs, un texte qui a été, au moment des faits, un échec cuisant, et qui n'a pas arrêté la guerre qui avait lieu. La guerre a repris de plus belle, avec, à ce moment-là, 2/3 des barons anglais qui portent allégeance au futur Louis VIII, roi de France. Et ça n'a pas non plus empêché les futures guerres contre les barons. Donc, le texte, sur le moment, n'a pas eu un très grand impact. Après, il a été repris après, mais dans une complètement autre interprétation, plutôt par des partisans de la monarchie, sous la minorité du fils de Jean-Henri III. Et bien sûr, malheureusement, un peu cette popularité de la Magna Carta, malheureusement, continue à exister. Et on voit par exemple, même dans son appellation, on voit dans la Magna Carta que le terme de grande charte fait référence à l'importance de la charte, alors que pas du tout. Le terme grand fait simplement référence à la taille de la charte pour la distinguer d'une autre charte. Et ce mythe continue à prospérer chez les juristes, où il est devenu un peu de bon ton de tracer une sorte de continuité de sa discipline avec ce texte. Mais bien que je m'inscris dans ce mouvement révisionniste, je vais plutôt parler de l'aspect fiscal, où je suis un peu plus de maîtrise, et c'est surtout que l'aspect fiscal, même chez les historiens, continue à être un peu flou, et il y a encore ce mythe-là qui veut que la Magna Carta soit à l'origine du consentement à l'impôt. Et c'est ça que je souhaite dans le sujet, parce que j'ai une certaine pierre à l'édifice à apporter. Et en fait, cette volonté d'avoir des sujets provient en fait du fait que j'ai été élevé dans ce beau mythe de la Magna Carta, qui veut comme un texte qui est un peu comme un compagnon de la démocratie, etc., et qui donne une certaine forme d'antériorité du droit fiscal sur le droit constitutionnel. Sauf qu'avec mes recherches doctorales, je me suis rendu compte que c'était assez peu probable. Et donc ma présentation va s'articuler en fait en deux grandes parties. La première partie va être d'ordre plus historiographique, où je vais essayer de voir la naissance de ce mythe,
et quels sont un peu, on va dire, les biais méthodologiques et les prémices qu'il y a derrière cette interprétation. Puis dans une seconde partie, je vais effectuer une réévaluation du texte pour voir quel est le vrai impact qu'a eu ce texte en matière de droit fiscal. Donc, notre version actuelle du mythe de la Magna Carta provient en fait de ce qu'on appelle l'interprétation Whig de l'histoire, qui est une interprétation qu'on pourrait qualifier de libérale et de protestante. Et cette même interprétation se base en fait sur une interprétation antérieure, qui est l'interprétation des common lawyers, qui date plus du XVIIe siècle. Et il faut faire attention en fait, à ne pas confondre les deux interprétations. Si l'interprétation des common lawyers était indispensable à la création de l'interprétation Whig, ils ne partagent pas tout à fait le même projet et pas tout à fait les mêmes conclusions. Et d'ailleurs, le cas de l'impôt est assez révélateur de ça, c'est qu'ils n'aboutissent pas du tout aux mêmes conclusions. Et donc, pour les common lawyers d'ailleurs, du XVIIe siècle, en particulier Edward Coke, qui est vraiment celui qui a ressuscité le texte, et ben, la Magna Carta, c'est pas l'origine du consentement à l'impôt pour lui. Pour lui, le consentement à l'impôt est inscrit dans la tradition anglo-saxonne depuis les temps immémoriaux. Il voit, par exemple, de l'époque avant normande, il a une vision des Saxons comme un peuple libre, égaux, qui vit avec des institutions représentatives, et donc déjà à cette époque-là, pour lui, pratiquer le consentement à l'impôt. Et donc pour lui, la Magna Carta a plus le rôle de restauration d'un droit préexistant. Et donc, bien sûr, il a du coup une prémisse sur on va dire, la nature de l'homme et de la nature de l'État, qui est assez particulière pour lui. L'État est une construction naturelle qui dérive d'un peuple, qui lui aussi est naturel, qui est un groupe d'hommes possédant des liens naturels et un esprit général, comme dirait Montesquieu. Et donc, le but des common lawyers, d'ailleurs, est assez spécifique. Il s'agit de justifier l'état présent du droit en ayant recours au passé. Donc, pour lui, la Magna Carta a un but, pas vraiment historique, mais un but bien concret juridique. L'interprétation Whig, à l'inverse, a un projet qui est complètement différent. Il s'agit davantage d'expliquer l'évolution présente, et ils ont une vision de l'histoire qui est celle d'un progrès continu. Et donc ils cherchent dans le passé des sortes d'illumination qui iraient vers une sorte de marche inéluctable vers l'état présent qui est le meilleur état. Et en fait, tant les Whigs que les common lawyers tombent dans le même biais, qui est en fait d'interpréter des notions du Moyen-Âge avec des concepts actuels, et notamment à nier l'altérité dans la pensée des auteurs de l'époque. Donc du coup, ils ont une tendance à raccourcir, à simplifier et à rejeter tout ce qui ne rentre pas, tout ce qui ne peut pas être interprété sous un filtre moderne. Et donc, appliqué à la Magna Carta, ça a pour effet en fait de surévaluer l'importance de la Magna Carta, vu qu'ils y voient un texte bien plus beau qu'il n'est, et à la fois, ils vont tendance à voir le Moyen-Âge et le XIIIe siècle comme une période beaucoup plus sombre, ce qui fait d'autant plus ressortir la Magna Carta. Et eux, à la différence de common lawyers, ont une position sur la nature de l'homme qui est un peu différente et qui ressemble un peu à notre vision actuelle, enfin de celle qui a cours dans la théorie juridique actuelle, qui est de voir davantage la Magna Carta comme étant l'expression de droits naturels fondamentaux, et ils voient davantage la Magna Carta comme étant le produit d'un peuple, lui-même qui est une construction artificielle, de même que l'État. Donc, c'est justement en fait pour éviter ces écueils que je pense qu'il est fondamental, avant d'analyser la Magna Carta, de voir ce que nous, on entend par consentement à l'impôt, pour éviter, dans notre interprétation, de charrier nos préconceptions sur le sujet. Et donc, pour comprendre le rôle que joue aujourd'hui le consentement à l'impôt, il faut voir que c'est vraiment la clé de voûte de la théorie de l'impôt. Et la clé de voûte du théorie de l'impôt, parce que la théorie de l'impôt actuelle repose sur deux piliers fondamentaux, qui sont la souveraineté et les droits subjectifs. Et le consentement à l'impôt vise à résoudre en fait l'apparente contradiction qui entrevient entre le droit du souverain à prélever l'impôt et les droits subjectifs du citoyen, qui sont censés être inaliénables. Donc, le consentement à l'impôt permet en fait de résoudre ce problème-là, parce qu'au final, il n'y a pas
atteinte du droit de propriété, il y a consentement, il y a offre. Mais après, concrètement, qu'est-ce que ça implique cette théorie-là? Ça implique aujourd'hui le consentement à l'impôt, ça implique que l'impôt soit autorisé en fait directement par la majorité des citoyens ou indirectement par leurs représentants. Ça implique du coup, dans un régime bicaméral, une primauté accordée à la chambre basse. Et d'ailleurs, il faut être prudent de ne pas confondre le consentement à l'impôt avec le principe de l'égalité de l'impôt. À vrai dire, quand un parlementaire autorise l'impôt, il fait deux actes. À la fois, il agit dans son autorisation en tant que membre faisant partie de l'exercice de la souveraineté, et à la fois, il fait un acte de... Du coup, il consent l'impôt en tant que représentant du peuple. Donc, en fait, il y a deux actions. Et d'ailleurs, on voit souvent avec la formule qui est de la Chambre des communes a accordé l'impôt, qui a été après adopté par le Parlement. Il y a ainsi deux actes. Et donc, la théorie du consentement à l'impôt, en fait, est du coup difficilement compréhensible sans certains concepts qui sont purement modernes, comme le principe du contrat social. Et donc, ça implique l'existence de droits fondamentaux, et notamment d'un droit de propriété pré-étatique, et ça implique, dans sa version anglo-saxonne, un peuple comme création volontaire, et donc également l'État comme une création volontaire, donc l'existence d'un peuple comme une corporation. Et aujourd'hui, ça implique, pour ce qui est du droit fiscal, que le pouvoir fiscal est unitaire, il provient d'une même source, et il s'applique à l'égard de tous. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir comparer et voir si effectivement on retrouve cette compréhension-là dans le consentement à l'impôt du XIIIe siècle. Donc, la partie qui concerne, on va dire, et donc on va commencer pour ça par déjà voir la notion d'impôt, voir si la notion d'impôt au XIIIe siècle est identique, et voir après si la notion de consentement est identique. Et après, nous pourrons conclure. Donc, la partie qui traite, auquel on attribue le consentement à l'impôt dans la Magna Carta, c'est le chapitre 12, qui dit que aucun écuage ou aucune aide ne peut être imposé sans l'avis du Grand Conseil. Et donc, déjà, une première difficulté qu'il y a, c'est qu'en pratique, même à l'époque, il y a une sorte de grande variabilité dans le vocabulaire fiscal. Le terme ne sont pas toujours utilisés dans un sens technique, des fois dans un sens plus littéraire, et du coup, c'est assez difficile, dans l'interprétation de ça, de voir un terme fiscal à utiliser si il fait référence à un prélèvement, ou plus à la base, ou plus c'est une volonté de marquer la chose. Donc commençons par l'écuage. Est-ce que l'écuage, qui est le premier prélèvement qui est considéré, peut être considéré comme un impôt? L'écuage, c'est la commutation du service de chevalier, donc l'obligation qu'ont les vassaux, lors d'une campagne, de fournir des chevaliers. Eh bien, on peut difficilement considérer ça comme un impôt, dans la mesure où, en fait, le fait générateur, c'est pas tant la volonté du souverain, c'est le défaut de remplir une obligation féodale. Après, il faut faire attention également, l'écuage peut aussi faire référence à une aide. Dans la mesure où ce serait du coup une aide qui serait calculée en fonction du nombre de charges de chevalerie, et donc ça représenterait la base. C'est assez peu probable que ça soit l'interprétation dans le cas de la Magna Carta, dans la mesure où l'écuage, en son sens de commutation du service féodal, est l'une des principales causes de la révolte des barons en 1215. Maintenant, passons à l'aide féodale. Est-ce qu'on peut considérer l'aide féodale comme un impôt? Et bien en fait, ça va dépendre des aides féodales, parce qu'en fait, l'aide féodale, c'est un terme un peu fourre-tout, qui va regrouper un nombre assez important de prélèvements. Déjà, il y a l'aide ordinaire, qui va être prélevée sur les vassaux directs, liés à des événements particuliers, que sont l'adoubement du fils aîné, le mariage de la fille aînée, ou en cas de capture et donc du paiement d'une rançon. Et ben, déjà, ces prélèvements-là sont exclus du consentement dans la Magna Carta. Et de toute façon, ce sont des prélèvements purement féodaux. Après, il y a l'aide extraordinaire, qui là encore faut distinguer. Il y a soit l'aide extraordinaire qui va être prélevée seulement sur les vassaux directs,
et l'aide extraordinaire qui va être prélevée sur l'ensemble du peuple. Et là, en fait, vraiment, j'aurais tendance à penser que le seul qu'on peut considérer comme un impôt, ce serait celui qui est prélevé sur l'ensemble du peuple, parce que l'aide féodale prélevée seulement sur les vassaux directs, en fait, est davantage une obligation qui se lie dans le cadre on va dire, du contrat féodal, et il s'agit en fait d'une dérivation du devoir d'assistance qu'a le vassau envers son roi. Donc ça devient plus d'un pouvoir du seigneur, d'un dominus, que véritablement d'un pouvoir, d'un imperium, ce qui n'a pas trop de sens d'ailleurs à cette époque-là. Alors que celui qui se transforme du peuple, clairement dépasse les pouvoirs que normalement a le roi en vertu du roi féodal. Maintenant, la question c'est est-ce que du coup, on peut voir que du coup, le consentement porte bien sûr, partiellement sur un impôt. Mais est-ce que du coup on parle d'un consentement à un impôt en particulier, ou est-ce que il y a dans ce chapitre 12 un principe général? Et donc le problème c'est que là aussi il faut répondre non, parce que il n'y a pas au début du XIIIe siècle en fait un concept d'impôt. Si on lit les juristes de l'époque, que ce soit Blanville, Bracton ou Richard Fitz-Nigel, et ben on voit qu'il n'y a pas de conceptualisation de l'impôt. Les prélèvements sont vus de manière complètement ad hoc, et il n'y a pas d'explication sur l'origine du pouvoir. Et donc, d'ailleurs, il faut attendre en fait davantage, c'est à partir du milieu du XIIIe siècle, avec notamment la redécouverte d'Aristote, même de Cicéron, et l'intensification en fait des prélèvements royaux sur l'Église, pour qu'il y ait en fait un début en fait de réaction face à ça, et en fait une théorisation de l'impôt pour arriver à encadrer et à justifier d'où provient l'impôt et quelles sont ses limites. Ainsi, on voit que la Magna Carta, en fait, porte très peu sur l'impôt. Et d'ailleurs, quand on regarde le contexte de la révolte, et ben, en fait, l'impôt n'est pas vraiment un problème, c'est pas vraiment le sujet. Alors c'est vrai qu'on dépeint souvent Jean sans Terre comme un roi ayant abusé de ses prérogatives fiscales, ayant exercé beaucoup d'impôts. En pratique, non. En fait, la dernière chose qu'on peut qualifier qu'il est prélevé d'impôts date de 1207, donc bien avant la Magna Carta. Le problème porte davantage sur les QH, qui est le problème fondamental, et sur les autres incidents féodaux, qui sont d'autres droits qui sont liés à l'hommage. Donc maintenant qu'on a vu, on pourrait dire, la notion d'impôt qu'il y a dans la Magna Carta du XIIIe siècle, il convient de voir la nature de ce consentement. Qu'est-ce qu'on entend par consentement? Et donc on va commencer d'abord par les titulaires du consentement, à qui on demande le consentement, pour voir à quel point ça se rapporte à aujourd'hui, et après, quelle est la signification de ce consentement pour les personnes au XIIIe siècle? Et bien ça, c'est le chapitre 14 de la Magna Carta qui prévoit que pour l'aide et l'écuage, le chapitre 14 déjà prévoit deux statuts différents. Il y a ceux qui font l'objet d'une convocation individuelle et ceux qui font l'objet d'une convocation collective. Et ceux qui font une convocation individuelle sont globalement les vassaux directs les plus importants. Et ceux faisant l'objet d'une convocation collective sont également les vassaux directs, donc ceux qui tiennent directement leur terre du roi, mais moins importants de par leur importance. C'est un peu répétitif ça. Et bien sûr, dès l'époque, en pratique, les seules personnes qui sont supposées venir ne sont pas l'ensemble des vassaux directs, ça aurait représenté plus de 800 personnes, ce qui est impossible, et seulement ceux qui font l'objet d'une convocation directe. Et donc, en fait, de par sa composition, on voit que c'est un organe qui est purement féodal. Ça représente même pas forcément, c'est même pas les gens qui nous demandent de consentir, ce sont même pas forcément les gens les plus puissants du royaume. Et du coup, il y a le cas un peu incongru d'ailleurs du maire de Londres, qui fait partie des personnes censées s'assurer du respect de la Magna Carta, mais qui est exclu du Grand Conseil. C'est le droit de faire partie du Grand Conseil, donc de consentir à l'impôt, et l'hommage qui est fait. Et d'ailleurs, c'est quelque chose de relativement admis à l'époque, que les vassaux ont un mot à dire dans le gouvernement, ont un mot à dire dans la décision du roi. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le concept de duplex majestas. Et la relation est une relation de droit et devoir
qui est réciproque. Certes, c'est pas égalitaire, mais c'est une relation où chacun a un droit des deux bords. Maintenant, est-ce que, cependant, on peut considérer que les barons sont représentants du peuple, représentants d'une nation? Et bien en pratique, bah non. Les barons en fait, ne sont représentants que d'eux-mêmes. On ne peut pas les considérer à l'époque comme représentants d'autre chose. Parce que les barons, et même le consentement en tant que tel, est individuel. C'est-à-dire ce n'est pas tant la décision de la majorité des barons, c'est la décision de chaque baron. Chaque baron consent individuellement à l'impôt, parce qu'ils ne constituent pas eux-mêmes un corps, tout au plus une classe. Et d'ailleurs, rien n'indique que les barons, que dans le lien d'hommage, il y ait une notion de représentation. Donc un vassau ne représente pas ses sous-vassaux. Donc après, pour ce qui est d'une représentation, on va dire, plus populaire des collectivités, et ben déjà, il faut attendre 1258 et 1264. Et après, 1290, et c'est que vers la fin du XIIIe siècle que véritablement on commence à admettre que des représentants plus populaires ont le droit d'assister et donc ont le droit de consentir à l'impôt. Et après, quelle est la valeur de ce consentement pour justement ces représentants locaux? Et bien, eux aussi, en fait, ce qu'ils représentent, c'est seulement leur communauté, c'est seulement leur ville ou seulement leur comté. Ils ne sont pas, ils sont pas des représentants d'un peuple, d'un corps plus important. Ça, c'est une chose qui va arriver, en fait, bien plus tard, déjà à partir du moment où ces représentants-là vont se constituer dans une chambre à part et qui vont déléguer, où ils vont d'abord s'entendre entre eux avant de communiquer leur avis au roi. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'ils commencent à se développer, et ça, c'est déjà au XIVe siècle. Et après, pour ce qui est de véritablement la primauté de cette chambre basse en matière fiscale, ben là, il faut attendre encore plus longtemps, il faut attendre la fin du XVIe siècle pour qu'on accorde la primauté sur les questions d'impôt à la chambre basse. Maintenant, pour ce qui est de la signification du consentement à l'impôt, eh ben, comme on a vu pour les barons, c'est un droit qui est acquis, qui fait partie de la théorie féodale. Les barons doivent être consultés pour les choses qui touchent au royaume. Mais pour ce qui est des représentants, en fait, il faut dire que dans un premier temps, c'était pas vraiment un droit qu'ils ont eu, c'était davantage pour des raisons en fait politiques, pour leur convocation en 50-64, parce que c'était la guerre avec les barons. Et après, à partir de 1290, on est davantage pour des raisons administratives, parce qu'il y a une nouvelle forme d'impôt qui se développe à l'époque, qui est l'impôt sur les biens mobiliers, et qui demande en fait une coopération des localités qui est très importante, parce qu'ils sont chargés de l'évaluation. Et donc, avoir leur accord est indispensable. C'est que à partir de vraiment de la toute fin du XIIIe siècle, que commence à se développer l'idée que ces représentants-là ne sont pas là simplement au bon plaisir du roi, mais que ça fait un droit. Et ça, notamment, c'est avec la réinterprétation de l'adage latin Quod omnes tangit ab omnibus tractari debet. Donc, ce qui concerne tout le monde doit être approuvé par tout le monde. Après, pour ce qui est vraiment du sens du consentement à l'impôt, donc ce que font ces représentants, soit les représentants des petits ou les barons, qu'est-ce qu'ils font quand ils consentent à l'impôt? Qu'est-ce que ça signifie pour eux? Eh bien, en fait, ça ne signifie pas tant comme actuellement un renoncement à un droit de propriété, parce que il faut voir qu'à cette époque-là, l'impôt est quelque chose d'extraordinaire. Le principe de base est que le roi doit vivre du sien, et donc il n'a pas le droit, normalement, de recourir à l'impôt. L'impôt est un acte qui est considéré comme anormal et qui doit être très fortement justifié. Ainsi, le consentement ne porte pas tant sur la conséquence de l'impôt comme actuellement, qui est l'atteinte du droit de propriété, mais davantage sur la cause. Il faut notamment qu'il y ait une nécessité impérieuse. Et donc d'ailleurs, l'adage qui est souvent utilisé à cette époque-là, c'est pour justifier ça, c'est une nécessité d'un point de loi. On voit bien que l'impôt est davantage une transgression que véritablement un droit en tant que tel. Et donc, ce que vont faire les représentants, c'est qu'ils vont du coup exprimer ça davantage sur la cause. Le roi du coup va
devoir justifier la nécessité, et après, cette nécessité va être acceptée. Et même là, il faut faire attention, ce n'est pas tant qu'ils vont accepter la nécessité, parce que le consentement à l'impôt signifie simplement qu'ils sont invités à exprimer leur avis. Et d'ailleurs, ils ont le droit à exprimer cet avis. C'est pour ça que, par exemple, la convocation générale des petits barons est importante, parce qu'il faut leur laisser cette possibilité. Ainsi, c'est pas tant un droit au consentement à l'impôt, c'est plus un droit à exprimer son avis sur la politique fiscale. Et d'ailleurs, un refus en tant que tel individuel n'implique pas forcément que ça ne dégage pas la personne de son obligation fiscale derrière. Et donc, ainsi, pour que véritablement qu'on commence plus à s'intéresser à la conséquence et au fait d'accepter à renoncer à sa propriété, bah ça déjà, ça arrive davantage au milieu du XVIe siècle avec Henri VIII et la Réforme. Et donc, maintenant, on peut en fait conclure. J'ai un peu dépassé, désolé. Conclure sur véritablement quel est l'impact de la Magna Carta. Bah, déjà, ce qu'on peut rendre compte, c'est que le consentement à l'impôt, c'est une construction qui est très progressive. Et en fait, vouloir fixer une date, c'est un peu un côté arbitraire, parce que c'est à partir de quel degré de similitude on considère qu'une chose est une origine. Par exemple, on aurait pu tout à fait choisir comme date 1295, qui est le début de l'adage où on commence à avoir, on va dire, un droit aux représentants à assister au Grand Conseil. Ça pourrait être la Confirmatio Cartarum, qui est un texte qui manifeste une conception de l'impôt, mais ça peut être également 1341 ou la fin du XVIe siècle. Pour autant, est-ce que la Magna Carta peut être une date envisageable? Ben en fait non, c'est vrai que peu importe la conception du consentement qu'on accepte comme étant assez proche et la conception de l'impôt qu'on accepte comme assez proche, la Magna Carta ne renferme en fait jamais en tant que telle une innovation, un point qui est marquant dans l'histoire du consentement à l'impôt. C'est-à-dire si on considère qu'il suffit d'un consentement d'un droit de donner son avis sur certains prélèvements par un organe, on va dire, assez féodal, en tout cas basé sur des liens affectifs, et ben en fait, ça c'est déjà dès le Xe siècle, c'est avec le Wittengemot, saxon. Et en tant que tel, la Magna Carta, en fait, ne fait que réexprimer en fait une chose qui est admise par tout le monde. C'est d'ailleurs pas tant un sujet à débat à cette époque-là. Et pour ce qui est du reste, la Magna Carta d'ailleurs est plutôt décevante d'un point de vue fiscal, parce que elle aurait pu à cette époque-là préciser des limites sur le pouvoir fiscal, et elle ne le fait pas. Et même pour ce qui est de la composition du Grand Conseil, c'est assez décevant, parce que tout le nœud du problème en fait relève sur les grands barons. Et en fait, le grand baron, c'est une notion qui est laissée un peu à la discrétion du roi, qui peut décider qu'est-ce qu'il considère lui-même comme un grand baron. Et donc au final, si on doit véritablement retenir en fait un lien entre donner en fait en quoi la Magna Carta est apparent le droit fiscal, ben c'est très indirectement. C'est qu'au final, la Magna Carta, en participant à rigidifier les relations féodales, a en fait poussé le roi à développer un nouveau pouvoir qui sort de ce cadre pour remplir ses obligations financières. Et donc, finalement, la Magna Carta n'a un impact sur le droit fiscal qui est très indirect. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci. Merci de l'invitation qui m'a été faite de commenter, parce que je ne crois pas que je peux vraiment
répondre à l'excellente présentation de M. Laroucaire. J'essaierai seulement de jeter un éclairage légèrement différent. Je crois que la très grande qualité de cette conférence et le texte écrit qui m'a été donné l'occasion de lire, c'est de bien faire ressortir le caractère anachronique de la question qui est soulevée par d'autres auteurs. Celle-ci étant, la Magna Carta reconnaît-elle le principe du consentement à l'impôt dans un contexte historique où, comme l'a très bien montré encore une fois M. Laroucaire, il n'existe ni véritable consentement, ni impôt qui soit comparable à ce que nous connaissons aujourd'hui ou suffisamment semblable pour qu'on puisse établir justement une comparaison valable. Alors tout au plus, on pourrait parler du stade embryonnaire d'une idée qui se concrétise vraiment à la fin du XIIIe siècle. Et donc, dans des lectures passées ou des recherches antérieures, j'étais tombé sur une conférence en ligne de Lord Sumpton concernant la Magna Carta, dont je vais traduire librement les propos, se rapportant à l'influence d'Edward Cook, qu'on écrit comme la boisson gazeuse, mais que les Britanniques, selon leur sens inné de la prononciation, prononcent Cook, juriste du XVIIe siècle. Donc, Lord Sumpton nous dit ce qui suit, encore une fois, je traduis. Cook a transformé la Magna Carta, soit un catalogue quelque peu technique de règles féodales, en document fondateur de la Constitution anglaise, un statut dont elle a toujours joui depuis, au sein de la large communauté de commentateurs qui ne l'ont jamais lu. Et donc, je me propose d'examiner un peu plus en détail le texte de la Magna Carta et de ses différentes versions, dans la mesure du possible, sans nous perdre trop dans les détails. Alors, comme M. Laroucaire l'a très bien expliqué, ce sont surtout les articles 12 et 14 ou les chapitres ou clauses en anglais, parce qu'il n'y avait pas de numérotation dans le texte original, qui ont été perçus comme reconnaissant au moins, comme je l'ai dit de manière embryonnaire, le principe du consentement à l'impôt. Alors ici, j'ai peut-être deux commentaires à faire en écoutant M. Laroucaire, ses idées me sont venues. L'idée d'obligation purement féodale dans un contexte où il n'y a aucune division, un tant soit peu substantielle, entre le droit public et le droit privé est difficile à tenir. Et d'un côté, les vassaux directs du roi doivent se battre sous son commandement et lui fournir des chevaliers. Et ça, c'est une contribution qui, même si elle n'est pas en argent, peut rappeler l'impôt dans le sens où elle est liée à l'intérêt public et au rôle que le roi doit exercer. Et l'écuage est une conversion en argent, ça a été très bien expliqué de tout cela. Et donc, quand on doit contribuer pour le paiement de la rançon du roi, on peut y voir une certaine forme d'intérêt public aussi, mais l'adoubement, l'accession à la chevalerie du fils aîné ou le mariage de sa fille, c'est un mélange de revenus personnels et de revenus qui vont tous dans un même coffre. Et d'autres seigneurs avaient les mêmes prérogatives face à leurs propres tenants. Donc on est dans une zone où nos concepts ne fonctionnent pas du tout. Et encore une fois, je pense que M. Laroucaire était très conscient de ça en essayant de voir si l'aide pouvait être considérée comme un impôt selon nos catégories modernes, mais la question ne se pose pas du tout à l'époque. Donc il y a cette première idée, et on le voit très bien dans d'autres dispositions de la Magna Carta qui concernent la tutelle des héritiers qui ne sont pas en âge d'être chevaliers ou le mariage des veuves pour lesquels il faut un consentement du roi ou du seigneur. Donc, un encadrement qui touche à des relations tout à fait privées et qui ont des dimensions de droit public qui peuvent être monnayées aussi. Donc, nos notions de contribution à même un bien, quand c'est le droit de se marier qui était vendu par le roi Jean au plus offrant parce que c'était une veuve qui était l'héritière d'un fief, ça fonctionne très mal avec la notion d'impôt. Premier commentaire. Deuxième commentaire, quand vous imaginez qu'on va convoquer 800 personnes pour les réunir et que ça va poser d'immenses difficultés, bien à la Chambre des communes britanniques en ce moment, et là je suis coupable du péché d'anachronisme, je le dis tout de suite, il y a 650 membres qui se réunissent et qui ne peuvent pas tous s'asseoir en même temps. Bon, donc
ça me semble un peu moins inconcevable que vous, surtout qu'on donne 40 jours. Je comprends qu'on n'a pas les trains électroniques, mais si on avait parlé de 5000 personnes, j'aurais dit non, manifestement, elles ne pourront pas toutes être là. Le fait qu'elles soient convoquées ne signifiait pas non plus qu'on s'attendait à ce que ces personnes soient présentes. Mais c'est un petit détail. Donc, revenons aux articles 12 et 14, le consentement qui doit être donné aux aides extraordinaires qui ne sont pas les 3 cas traditionnels d'accession à la chevalerie, de mariage de la fille aînée ou de paiement de la rançon du roi. Bien, première chose à noter, et c'est fait dans votre version écrite, ces dispositions vont disparaître des versions ultérieures. La charte va être réaffirmée par différents rois à plusieurs reprises, mais plusieurs de ces dispositions n'existent que dans la version de 1215. Et donc, elles ont eu une longévité très brève en termes juridiques, quelle que soit leur valeur symbolique, et elles ont pu être redécouvertes par la suite. Et malgré tout, il semble que cependant, il y a eu un autre effet. On l'a dit, ce n'était pas quelque chose de nouveau de convoquer le Conseil du Royaume pour discuter des questions d'intérêt public, y compris les aides qui pourraient être exigées ou les QAP. Et donc, lorsque le roi qui succède à Jean devient majeur en 1225, il accorde une version réduite de la Grande Charte et il n'y a aucune mention d'un consentement puisque justement on a éliminé l'idée d'un commun conseil qui puisse donner ce qui s'apparenterait à un consentement, mais ce n'est pas le terme qu'on emploie à l'époque, on parle plutôt de l'avis qui est donné dans ce cadre. Et donc, le roi accorde cette grande charte en 1225 et elle contient une disposition prévoyant qu'il y aura une contribution d'1/15e de la valeur des biens meubles de ces sujets. Et là aussi, on ne retrouve aucune idée de consentement à cette contribution qui porte sur la fortune mobilière. Et donc, même les chapitres 12 et 14 ne visent que les biens féodaux et cette relation définit le type de contribution qui peut être demandée. Et on trouve dans la Grande Charte de 1215, cette fois-ci, des références à d'autres types de redevances ou d'obligations dont je veux un peu parler pour montrer à quel point il y a cette complexité. Qu'est-ce qui est une source de revenus pour le roi, pour un seigneur? Après ça, est-ce que c'est une taxe? Est-ce que c'est public? Est-ce que c'est privé? On a bien montré à quel point l'exercice est anachronique. Donc, on mentionne notamment dans la Grande Charte les péages qui sont imposés aux marchands qui font du commerce à l'étranger et on stipule qu'ils doivent être conformes aux anciennes coutumes. On a mentionné aussi dans ces chapitres 12 et 14 les aides reliées au fait de tenir directement du roi une terre, peu importe qu'on ait un simple propriétaire, entre guillemets, ou un grand seigneur qui est lui-même des vassaux, des tenants qui dépendent de lui et qui lui fournissent des revenus ou des contributions. Mais ces tenants des autres seigneurs, hormis le roi, sont visés par l'article 15. Et le roi promet qu'il n'autorisera pas ses propres vassaux à lever une aide sur les hommes libres de ce vassal, sauf dans les 3 cas traditionnels, le paiement de la rançon du seigneur qui a été capturé, l'accession à la chevalerie du fils aîné du seigneur ou le mariage de sa fille aînée. Et on précise aussi que l'aide doit être raisonnable. Même genre de disposition pour les aides qui seraient perçues de la ville de Londres, elles doivent aussi être raisonnables. Et dernier exemple d'une contribution qui sert à permettre ou à soutenir plutôt le fonctionnement de l'État pour ce qui peut être considéré comme l'État à l'époque, les shérifs devaient verser une redevance annuelle parce qu'ils avaient le droit de percevoir tous les revenus qui découlaient de l'administration de la justice et de l'administration des domaines royaux, des biens du domaine royal plutôt. Et dans la Charte de 1215, à l'article 25, on mentionne que cette redevance ne peut pas être augmentée. Alors,
tous ces articles vont disparaître des versions ultérieures de la charte. Même en 1215, le recours qui était prévu était entre les mains d'un conseil de 25 barons qui devait sommer le roi de respecter les dispositions de la Grande Charte, notamment celles dont je viens de parler, et en cas de refus du roi de s'exécuter, les barons pouvaient saisir des biens, des propriétés ou des forteresses du roi. Donc, c'était plus ou moins la reprise de la guerre civile. Bien sûr, cette disposition a été éliminée dès l'année suivante de la Grande Charte. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de ce très bref exposé? La version de 1215 voulait empêcher l'augmentation de redevances de toutes sortes, certaines d'ordre féodal, d'autres liées aux activités commerciales, d'autres même qui touchaient l'administration royale. Mais ces dispositions vont avoir une durée de vie très courte, 1 année. Elles incarnent quand même une aspiration qu'on retrouve dans d'autres dispositions de la Grande Charte qui, elles, vont survivre. C'est celle de limiter l'arbitraire du pouvoir royal au nom de la coutume immémoriale, au nom du droit dont les règles ne sont absolument pas définies, mais qui sont censées pouvoir être établies par les juges ou par les grands du royaume, on ne sait pas trop en fait, mais dont on présume qu'elles ont un contenu et qu'elles imposent des limites. Et donc, c'est ce qui a permis à la Grande Charte d'avoir une version symbolique, même dans sa dimension amputée au cours du XIIIe siècle. C'est ce qui peut-être aussi a permis à l'idée de représentation de se développer beaucoup plus tard, même si le texte lui-même avait disparu et n'était peut-être plus dans les mémoires au cours du XIIIe siècle. Il y avait cette volonté de s'en prendre à l'arbitraire royal, et ce ne sera pas donc très difficile pour Coke au XVIIe siècle de réinterpréter complètement la charte indépendamment de son contexte féodal, parce qu'il y a des éléments qui, pris isolément, peuvent nourrir le discours contestataire encore de Coke. Donc voilà les quelques remarques que je voulais faire après avoir entendu M. Laroucaire. Mais je veux quand même le féliciter d'avoir démoli un lieu commun qu'on retrouve très souvent chez les juristes qui, en matière historique, malheureusement, plus souvent qu'autrement, se croient autorisés à porter un jugement sans tenir compte des textes et de leur évolution, ainsi que du contexte social et économique.